Mesdames, Messieurs, parfait. Bonjour à toutes et tous. Mesdames, Messieurs, donc au nom de Nicolas et Arnaud Herman va me seconder tout à l'heure pour la partie questions-réponses. Je pense qu'il est là. Donc on vous accueille avec nos experts que je remercie à nouveau bien vouloir participer à ce vendredi de Pâques à notre réflexion euh, sur l'actualité depuis un mois que nous sommes parlé. Alors, il s'est passé beaucoup de choses, mais on est aussi sur l'analyse des grandes tendances. Et donc, je suis très heureux d'accueillir à cette occasion, pour prendre un petit peu de la hauteur sur les grands enjeux, et certes parler des enjeux des questions réglementaires, mais il n'y a pas que ça. Donc, d'accueillir dans l'ordre où ils interviendront Mathieu Belloir, qui est un professionnel du développement durable en entreprise et qui anime notamment le Cercle des pionniers. Avec Jean-François Rial, il a publié un livre donc, sur le chaos climatique dont ils vont nous parler parce que la thèse est intéressante, elle met l'accent sur le rôle de la reforestation. Et Jean-François Rial, et vous le connaissez, patron et créateur de Voyageurs du Monde et entrepreneur engagé. Donc, ils seront suivis ensuite par Guillaume Sainteny, qui est un des grands experts de l'environnement dans ce pays, qui a dirigé les cabinets de ministres, la direction des études au ministère de l'Environnement, etc., et qui préside notamment le plan bleu des Nations Unies. Et donc, il nous donnera aussi un regard sur l'actualité dans le champ maritime, qui est très importante. Donc, je vais commencer, comme d'habitude, à faire un peu un chapeau sur les tendances dans le mois passé, et puis détailler avec deux parties un peu l'analyse que je vous propose, la réflexion que je vous propose, qui est toujours une suggestion, mais qui procède un peu d'une vision analytique de ce qui compte, de ce qu'il faut retenir, de notre actualité sur les rapports entreprise et développement durable. Ce qui m'a semblé, si vous voulez, j'avais parlé précédemment du combat des valeurs, de la, peu l'acmé autour de Trump et du retournement américain. Et là, je dirais que on est entré maintenant, on va falloir s'y faire, dans une tendance de long terme où on a le jeu de la première puissance mondiale qui est quasi antidurable, pour dire les choses comme elles sont. Et donc, c'est une modification très fondamentale pour nous, Européens, qui nous interpelle en premier, et donc on le ressent dans les réactions des entreprises, dans l'adaptation. Alors, euh, il est clair qu'il ne faut pas se leurrer. On est là maintenant, parti sur un rejet du multilatéralisme pour partie, et sur une interpellation pour les pays qui voudront bien croire et agir dans le sens du durable, dont l'Europe, à essayer de sauver les meubles et faire mieux si possible. Alors, on va, du reste, avec Guillaume Satny, aborder aussi un peu la façon dont la COP30 peut se présenter, car elle risque d'être un rendez-vous mondial de ce point de vue-là très, très, très important. Moi, je retiens, si vous voulez, dans les tendances très fortes, c'est quand même la situation allemande qui, pour nous, est déterminante. La nouvelle coalition reste encore très, avec le soutien du PPE, très attentive à réécrire les textes qui nous concernent, que vous connaissez bien, dont on a beaucoup parlé. Du reste, a été présenté cette semaine par la présidence polonaise la nouvelle version des directives qui remontent les seuils, qui diminuent le nombre, j'en parlerai tout à l'heure, le nombre d'exigences. Ben, grosso modo, on a quand même une dominante sous la pression allemande, des enjeux de compétitivité supérieure à la préoccupation du durable, c'est clair. Et il y a eu en France quand même des réactions qui sont intéressantes. Je note celle du ministre de l'économie, celle des dirigeants d'Europlace, qui ont réaffirmé, notamment, je vais l'évoquer à propos des questions de diversité, l'engagement de la finance française sur les sujets de durabilité. Il faut le noter, il faut le rendre hommage sur ce point-là. Et on voit que il y a une volonté là aussi, tout en étant un peu pragmatique, de tenir bon le cap. Donc, voilà ce que je retiens, si vous voulez, un petit peu dans ce contexte. Et je rajoute deux, trois signaux. Le signal sur la mise en cause judiciaire de Greenpeace, là, on fait très fort aux États-Unis. L'avis un peu de mon ami Éric Munier sur chez EY, qui a tendance à considérer que là, vraiment, on est dans une situation où il va falloir trouver d'autres effets de levier pour relancer les choses. Et
Dominique Bourg qui, dans un papier que j'évoquerai tout à l'heure aussi de Futurible, montre en quoi les choses sont véritablement, du point de vue, alors là, politico-philosophique, en train de bouger. Vous réagirez peut-être, Jean-François et Mathieu, au livre qui vient de sortir de Václav Smil, qui est important, et qui, lui, alors, tire un trait sur tout le bilan de l'accord de Paris en disant, bon, plus rien n'est possible, mais c'est une vision négative que vous challengerez, j'imagine. Point 1, il est clair qu'on est tendanciellement maintenant, irréversiblement, dans un mouvement de remise en cause des exigences de durabilité extrêmement préoccupant. Le président de l'LVMH, fondateur, s'est pris hier dans son assemblée générale d'un discours et d'un narratif anti-européen. Bon, voilà, c'est un signe de plus. Je dirais qu'il est corroboré alors par la situation, les messages qu'on a vus. Alors, côté allemand, je les suis parce que c'est eux qui ont provoqué les changements au niveau bruxellois, et c'est eux qui vont retrouver redonner un centre de gravité à cette dynamique sur ces sujets selon leur volonté d'accommodement. Bon, on sent des signaux un peu pragmatiques quand même. La fameuse lettre de l'ambassade américaine aux entreprises françaises, qui est quand même un morceau d'anthologie, d'un point de vue d'abord de la procédure, d'autre part sur le plan juridique et sur la demande, ils nous font passer à la caisse en disant vous devez signer en bas que vous lâchez sur les combats sur la diversité, sur l'inclusion, etc. Enfin, là, on est tombé sur la tête totalement. Ce document est effarant. Le, le pouvoir public français ont regardé ça d'un peu haut. Bon, certains n'ont pas trop réagi à ça, certains ont maintenu leur cap, mais c'est assez effarant, bon, dans la procédure. Alors, euh, je dirais que dans le contexte aussi, ce qui est important à noter dans ce qui va pas bien, dans les signaux négatifs, je viendrai après sur les signaux positifs, il y a quand même, enfin bon, il y a une volonté, enfin, européenne un peu de tenir bon. Je cite les sondages. Je cite un papier, je vous signale toujours les chroniques d'Attuel ou de Gomez dans Le Monde sur nos sujets. Et là, je cite la chronique de Pierre-Yves Gomez qui est intéressante parce qu'il montre quand même qu'il y a eu un lâchage, Jean-François réagira peut-être tout à l'heure, un lâchage de la part de la communauté économique quand même assez général sur ce qui se passe. Et sur un plan institutionnel, ce qui se passe du côté de la CNDP, Guillaume Satny dira peut-être un avis là-dessus, mais je dirais l'abandon un peu de la CNDP aujourd'hui par les pouvoirs publics en France est quand même préoccupante, même si on a vu sur les questions des débats un dialogue nouveau s'installer sur l'Office français de biodiversité, et les agriculteurs. Bon, on a quand même des questions de fond en France qui tournent pas rond. Alors, les textes donc à Bruxelles bougent. Le projet du dernier projet remonte à 1000 salariés, des obligations. Bon, je ne m'étends pas sur ces questions. Attends, il y a eu une réaction au niveau du Comité des Nations Unies sur la remise en cause sur la CS3D. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais enfin, c'est un petit signal quand même qui donne un petit coup de leçon à l'Europe. Euh, Au-delà de ça, j'aime assez la prise de position de Nicolas Dufourcq, quand même, qui nous donne une leçon en disant la Chine est dans cette affaire notre vrai challenger, notre vrai euh, opposant, et il va falloir, sur ces questions de nouveaux modèles et de décarbonation et autres, faire face à ça. Voilà. Euh, Attends, il y a un sujet qui est important dans ce chapitre réglementaire que j'évoque là et de régulation, c'est qu'on voit quand même que Bruxelles est en train de mettre l'accent sur son référentiel VSME, qui est le minimum du minimum qui a été adopté et qui a tendance à devenir vraiment le plus petit commun dénominateur. Bon, euh, on pourra en reparler, mais j'ai l'impression que on va avancer, non pas en mettant la barre très haut, mais en partant de très bas. Pour autant,
il se passe des choses, même si je dirais le durable est souvent réduit par les uns et les autres. Je vais donner quelques arguments aux simples questions de clean tech ou de green tech, et pas à toutes les dimensions du sujet. Des chantiers progressent néanmoins sur ces affaires. Alors, je les cite là. Je fais une petite allusion au livre de François de Rugy. Bon, je ne sais pas comment faut le prendre. Guillaume Sainteny m'aidera peut-être à porter un jugement. Est-ce que c'est technosolutionnisme? euh, je ne sais pas. Alors, le jugement de la Cour d'appel de Nancy, très important sur l'éolien terrestre, puisque Guillaume, il statue sur le fait qu'il y a un dommage en termes de paysage qui est insurmontable. Et donc, ça, c'est quand même une inflexion, une contrainte de la jurisprudence qui est importante. Sur la dimension sociale, il y a un bilan qui est sorti sur les primes de la valeur, le partage de la valeur, l'application de l'accord syndicat patronat sur ces questions. Bon, c'est pas extraordinaire. Euh, on voit que là, il n'y a pas une dynamique très très forte. Je note l'ambition quand même de Total qu'on suit de très près parce que c'est un acteur majeur qui s'engage un peu plus sur ces fuites de méthane qui sont très considérables, hein, un tiers des émissions mondiales de méthane selon l'AIE, les derniers engagements d'Engie et Mathieu nous en dira un mot, sa tribune là dans le club des pionniers, de la part du club des pionniers qui sont des anciens patrons de RSE, développement durable, et qui insiste très largement sur attention, ne nous trompons pas, la rentabilité, la compétitivité, elle est l'autre face de la durabilité et l'un engage l'autre et vice-versa. Donc, on ne doit pas lâcher sur ce couple important. Airbus a fait des annonces qui sont intéressantes pour maintenir le cap sur ses recherches technologiques, notamment applicables à un nouveau modèle, la 320 Neo. Et bon, c'est sur ce terrain-là que l'avionneur mondial essaie d'avancer. Alors, sur les signaux positifs, donc Guillaume Satny va nous parler de l'UNOC et de la conférence mondiale donc sur les océans qui va arriver très vite. Je vous signale, c'est sorti très largement, vous l'avez vu, mais c'est quand même très symptomatique, l'accord passé à l'OMI, qui reste encore à confirmer, mais qui est la décision d'une tarification du carbone pour tous les armateurs et l'affectation de ces ressources aux pays émergents d'une part, en R&D d'autre part, confirmant l'objectif de neutralité à 2050. Alors, la marine marchande, c'est 3% des émissions, c'est pas considérable, mais c'est quand même un point qui fait que le multilatéralisme, là, il a fonctionné. Bon. Je vous porte à votre connaissance aussi, j'attire votre attention donc sur l'étude classique que fait EcoVadis chaque année à partir de ces datas collectées, là, avec le pacte mondial, sur est-ce qu'il y a un lien entre la performance des PME et leur engagement pacte mondial. Alors, ils sortent une étude avec un delta de 12 points qui montre, bon, ça produit des effets. Moi, je considère que c'est pas considérable, que c'est pas, que ça entretient quand même le questionnement sur le côté purement déclaratif du pacte mondial qui ne m'a jamais satisfait personnellement. Quelques informations sur alors le lancement par la SEC aux États-Unis d'un nouveau marché boursier sur la green, sur les entreprises green. C'est un message intéressant, non pas en faveur du durable, mais en faveur de la croyance dans le rôle de la technologie. Le secrétaire général sur la planification euh, qui fait tout un travail, ça va vous faire plaisir, Mathieu et Jean-François, sur la forêt. Hein, en remettant, parce qu'on a effectivement sous-estimé très largement l'importance de la biomasse et il faut l'encourager. Et puis, le démarrage des chantiers du Shift, je les cite toujours, ils sont de grande qualité et intéressants sur le textile. Et quand même, on va noter que Hermès devient la première capitalisation. Alors, il y a plein de raisons, mais il y en a une. Il y en a une qui est intéressante pour ceux qui connaissent un peu et qui travaillent sur le sujet de gouvernance. On a chez Hermès une gouvernance qui rassure énormément. Et donc, c'est dans notre logique ESG un point à noter.
Des études, je les signale, donc vous trouverez des références sur celles que je vous conseille d'aller voir. Une réflexion qui, dans les milieux universitaires américains, qui réagissent en ce moment, que j'aime bien, qui Can We Save Democratic Capitalism? Donc, il y a des personnes qui n'ont pas arrêté de penser aux États-Unis. Bon, l'accord OMS, c'est le multilatéralisme n'est pas mort complètement. Les derniers propos, enfin, il paraît que l'OMC serait pas morte, dit sa directrice générale. Bon, tant mieux. Et j'étais assez étonné, mais c'est un débat sur lequel je me prononcerai pas trop, mais assez étonné de voir qu'une entreprise comme un assureur comme l'Amgen, assurance complémentaire et autres, prend position très fortement en faveur de la loi sur le suicide assisté, position éthique, bon, qui, force de la part d'une entreprise, hein, pose question. Dans les livres que je vous suggère, j'essaie de le faire régulièrement, qui sont parus. Alors, le livre animé notamment par Jean-Baptiste Fressoz, sur l'histoire un peu du rapport à la nature, qui s'appelle l'histoire environnementale, éminemment intéressant. L'étude de la Fondation Jean Jaurès sur la RSE, bon, à voir. À mon avis, un peu traditionnel, qui ne regarde pas sur les enjeux prospectifs, de ce que ça apporte, avec toujours ce malentendu, cette incompréhension, qui moi me désole sur la RSE, où on mélange tout. Et puis, très bon travail que j'évoquais de Dominique Bourg dans le Futurible, sur le lien qu'il est un des rares à faire entre les enjeux spirituels, les enjeux culturels et l'enjeu écologique. Alors, ces quelques tendances étant, indiquées, je vais maintenant demander à nos experts de réagir et surtout de nous parler de leur point de vue, de leur thèse qu'ils ont, mis en exergue dans leurs travaux et leur expression. Donc, en les remerciant à nouveau de faire ça. Et je voudrais donc en premier, là, dans le quart d'heure qui vient, demander à Mathieu Belloir et à Jean-François Rial, qui ont publié ensemble ce livre intitulé Le chaos climatique, et qui est un signal positif, intéressant, d'une réactivité tout à fait volontariste, donc forte, de nous donner un peu la synthèse de leur thèse. Euh, les arbres pourront nous sauver, oui, je pense, mais ça pose mille questions. Et de voir si au-delà, ils considèrent, eux qui sont dans le monde de l'entreprise, si ça bouge quand même un petit peu ou si on est un peu dans un lâche soulagement, comme on disait, un lâche soulagement dans la tendance actuelle où les États-Unis sont en train de serrer le garrot sur tous ces sujets. Voilà, avec peut-être sur cette question des objectifs de neutralité carbone, des révisions de conception, parce que je pense on est allé un peu rapidement sur les proclamations et on est insuffisamment mobilisé sur la sobriété. Mais le patron de Voyageurs du Monde nous dira si la sobriété et le voyage aujourd'hui sont parmi les tendances de nos compatriotes. Qui prend la parole? Mathieu, je crois. Mathieu, Oui, celui- je vais peut-être vas-y. faire, merci Patrick pour cette introduction et puis surtout pour cette invitation. Bonjour à tous. Je vais faire, évoquer quelques mots de contexte et puis, Oui, Jean-François expliquera effectivement quel est le cœur de notre thèse et ses fondements et pourquoi on y croit. Alors dans l'environnement un peu triste, décrit par, Patrick, on a l'impression qu'avec certains éléments, comme notre bouquin, on voit un peu une lumière au bout du tunnel, voilà, et on va vous expliquer pourquoi. En fait, en 2025, cette année, on va quand même fêter, les anniversaires à la fois, des 30 ans des COP et des 10 ans des accords de Paris, et force est de constater qu'on n'est quand même pas vraiment sur une bonne trajectoire pour atteindre la neutralité carbone dans un agenda qui permettrait de limiter le réchauffement climatique à plus de degrés avant la fin du siècle. Vous le savez, vous êtes tous des spécialistes du sujet, 2024 a été l'année la plus chaude, la barre symbolique d'une augmentation de la température de 1,5 degré a été franchie en 2024, et puis les émissions en 2024 toujours ont atteint un niveau record, c'est-à-dire à peu près plus 2% par rapport à ce qu'ils étaient en 2023. 2023 qui était déjà en augmentation par rapport à 2022 et à 2021, alors qu'on devrait, à l'heure où on parle, déjà être sur une trajectoire de l'ordre de moins 4% de nos émissions. Donc, en synthèse, vous le savez, on n'y est pas. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas sur les bons rails? C'est ce qu'on essaie d'expliquer en introduction de notre bouquin.
On pense qu'on bute sur 2 types de problèmes. D'abord, un problème d'acceptabilité sociale. On sait globalement ce qu'on veut faire. Patrick a évoqué la question d'un manque d'intérêt pour la sobriété. La sobriété est un point, mais c'est peut-être pas le seul. Mais en fait, on sait, malgré tous les efforts qu'on a à faire, qu'on a envie et qu'on doit faire des choses, mais qu'on en a envie, puisqu'on a aussi les moyens en tant qu'individu. Est-ce que les États, est-ce que les entreprises fournissent assez d'éléments pour effectivement s'engager dans une démarche systémique qui permette de faire vraiment bouger les choses? Et puis, un 2e problème de maturité qu'on a pu étudier, c'est bien sûr un problème de maturité technologique. Aujourd'hui, les émissions, elles croissent parce que les besoins en énergie augmentent et que ces énergies sont encore massivement carbonées, malgré le développement assez rapide des énergies renouvelables. Et puis, vous l'avez vu en 2024 aussi, une des raisons pour lesquelles les émissions ont cru de manière, non négligeable, c'est évidemment, les sécheresses et qui ont exacerbé les incendies, notamment en Amazonie, qui n'a pas besoin de ça ou puisque dans ce pays aussi important pour la planète, la déforestation est également repartie, à la hausse. Et puis, dernier point, on voit que les politiques publiques sont sans doute insuffisantes par rapport, à l'ambition de notre trajectoire, 2 degrés. Selon les estimations du Global Carbon Project qui mesure chaque année effectivement nos émissions, on est plutôt parti à l'heure où on parle vers un réchauffement de l'ordre de 2,5 à 3 degrés d'ici la fin du siècle. Et donc notre analyse, c'est que globalement, on a sans doute un problème, d'agenda, un problème de synchronisation, de temps. Peut-être nous manque-t-il du temps pour, réussir cette transition. Alors est-ce qu'il faut baisser les bras après ces constats un peu amers? Ben non, on pense que non, on pense qu'il y a des solutions et que ces solutions, en tout cas on en défend une dans notre livre, elle consiste en fait à gagner le temps qui nous manque pour réussir cette transition. Notre idée, c'est d'une manière très simple que va développer Jean-François, c'est de compenser quelque part l'insuffisance du rythme de baisse de nos émissions par le développement de solutions de stockage naturel de carbone. Et en gagnant ce temps, en achetant du temps, pour reprendre l'expression de Jean-François, on va se donner la possibilité de réussir cette transition parce qu'on va rendre la transition globalement plus acceptable, parce qu'on va sans doute améliorer la façon dont on arrive à abaisser nos émissions en trouvant des solutions de substitution massives aux énergies fossiles, bien sûr, en stockant davantage de carbone, y compris grâce à la captation technologique qui n'est aujourd'hui qu'à ses balbutiements. Alors, voilà, en clair, quelle est notre thèse pour développer ces solutions de stockage carbone naturel? C'est ce que Jean-François va nous expliquer en quelques mots et on reprendra ensuite pour Voilà. les questions. Merci. Jean-François? Merci, Jean-François, à vous. Bonjour à tous d'abord et puis merci de nous avoir invités dans Plaisir. ce webinaire de très grande qualité. Alors, comme vous l'a expliqué Mathieu très bien, la thèse clé qu'on défend, c'est qu'il ne faut rien changer aux objectifs qu'on a fixés dans le cadre des accords de Paris. Dans le scénario 2 degrés, hein, parce que le scénario 1,5 degré est mort, on le sait tous. Oui. Et on sait aussi que si on dépasse 2 degrés, on a des risques systémiques Mmh. complexes, potentiels, importants. Alors, l'idée centrale, c'est donc d'acheter du temps. C'est-à-dire que de se dire, bon ben voilà, si on veut respecter cet objectif, aujourd'hui, on ne va pas le tenir, mais en même temps, il faut le tenir. Donc, comment on fait? On achète du temps. Et là, je vais rebondir sur, avant de développer le comment on fait techniquement, parce qu'à la limite, c'est pas essentiel. Il suffit juste que ce soit crédible et je pense que ça l'est. Je vais rebondir sur les questions de Patrick. Clairement, l'écosystème économique mondial se désintéresse des sujets qui nous préoccupent parce qu'il y a d'autres urgences. Il y a d'autres urgences à cause des déficits, à cause du délire de Trump, etc., etc. Mais je dirais que ça renforce encore plus notre thèse. C'est-à-dire qu'il faut acheter du temps. Pourquoi? Parce que, quoi qu'en pense M. Trump, ou même M. Arnault, ou n'importe quel entrepreneur, ils vont être confrontés à un problème majeur, c'est ce que pensent les jeunes. Et ils vont donc être confrontés à un problème de recrutement. Parce qu'aujourd'hui, ce que représente la pensée écologique chez les jeunes est extrêmement important. Beaucoup plus important d'ailleurs que leur proportion de ceux qui voteraient écologistes, par exemple, ou LFI pour leur programme écologique. Et donc, moi, je connais des grandes entreprises qui aujourd'hui ont du mal à recruter des très très hauts diplômés parce qu'elles ont une politique RSE pas terrible. Donc ça va nous aider.
Simplement, ça milite encore plus pour acheter du temps. Parce que ces jeunes là, qui ont été sensibilisés à l'écologie de façon beaucoup plus forte que notre génération à nous, nous, en fait, les gens de 50, 60, 65 ans, sensibles à ces sujets-là, on est archi minoritaire. Il faut être clair. Moi, dans mon Oui. secteur, je suis un ovni. Au milieu de mes copains entrepreneurs dans tous les secteurs, je suis un ovni. Si vous voulez, Mmh. au mieux, on a des entrepreneurs ou des patrons du CAC 40 ou des grandes entreprises qui font ça parce qu'ils s'y sentent obligés, mais pas de Oui. conviction, vous voyez. Or, si vous n'avez pas de conviction, vous ne faites rien. En réalité, vous ne faites pas grand-chose. Et les rares que je connais qui sont convaincus font plein de choses concrètes. J'en connais, hein, il y en a, hein, mais on est Ah minoritaire. bon? Ce Bon. que je pense, c'est que dans 30 ans, on ne sera pas minoritaire. Et donc, ça milite encore plus pour acheter du temps. Et d'ailleurs, un truc qui est dans les éléments positifs, c'est que M. Trump a beau raconter ce qu'il veut, il ne va rien changer à la courbe des États-Unis, parce que les engagements que les Américains ont sont au niveau fédéral, pas au niveau fédéral, justement au niveau des Les États, États? au Mmh. niveau des entreprises, au niveau des citoyens. Il y a énormément de choses qui se font aux États-Unis qui ne dépendent pas d'État fédéral. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est très intéressant, c'est de voir que les émissions n'ont jamais autant baissé aux États-Unis que sous le premier mandat de Trump, qui était autant climato-sceptique Ouais, qu'aujourd'hui. enfin, parce qu'on est passé du charbon au gaz, Oui, Jean-François, oui, pour mais l'essentiel. mais on va continuer pour des raisons économiques, c'est-à-dire qu'en réalité, ce qui va nous sauver, c'est ce que veulent les jeunes, ce que veulent certaines entreprises. Et en fait, la baisse des émissions dans les pays occidentaux, elle est inexorable. On a un problème dans les pays du Sud. Bon, bah, il faut qu'on achète du temps. Voilà. Alors, comment on achète du temps? Donc, en fait, Oui, au-delà dites-nous. des deux arguments qu'a donné Mathieu sur l'acceptabilité sociale et La maturité. le développement des technologies, hein, voilà, eh bien, il y a un troisième élément, c'est la prise de pouvoir par les jeunes. Alors, bien sûr, ils ne sont pas tous écolos, mais ils sont beaucoup plus écolos que la majorité de la population actuelle. Voilà. Alors, pour pouvoir faire ça, bah, si vous voulez, il faut bien sûr continuer à baisser les émissions, mais on sait très bien que si on suit le scénario 2 degrés de la COP, on ne baissera pas les émissions de 4% par an. C'est pas sérieux. En gros, c'est ce qu'a fait le monde pendant le Covid. Donc, on ne le fera pas. Donc, on peut se raconter des Ouais. histoires. En réalité, c'est pas possible. C'est votre réponse à Jean Covici, qui Ouais, est sur les réseaux et qui est intéressante, oui. voilà. Et d'ailleurs, j'ai fait un podcast avec Jean-Marc dans Oui. qui s'appelle L'essence du monde. Et Jean-Marc n'a pas nié ce que je racontais là-dessus. Il a même pas nié le fait que la proposition que nous faisons avec Mathieu soit bonne. C'est la première Mmh. fois que je l'entends dire oui, Mmh. tu n'as pas tort, même si ce ne sera pas suffisant. Alors qu'avant, il disait tes histoires d'arbres, ça ne tient pas la route. Pour un Ouais. tas de fois. Et là, il a fini par, je l'ai amené dans un espèce de raisonnement Oui, en entonnoir, en oui. pour le coincer, quoi. Parce qu'en fait, on n'a pas d'autre solution. Bon. Alors, pour pouvoir faire ça, il faut diminuer moins. Diminuer moins de combien? Nous, on a proposé de diminuer d'un tiers de moins, mais je pense que ça ne sera pas suffisant. Il faudra probablement diminuer de 50% de moins à minima, c'est-à-dire de baisser les émissions d'environ 2% par an jusqu'en 2050. Parce qu'ensuite, entre 2050 et 2075, qui est l'atteinte de la neutralité carbone dans le scénario de degrés, on a des taux de diminution qui sont plus faibles et les technologies seront prêtes surtout. Voilà. Bon. Donc, mais ne serait-ce que de baisser 2% par an pendant 25 ans, ça ne va pas être simple au niveau mondial, hein, sachant qu'on n'a toujours pas atteint le pic. Bon. Alors pour ça, il faut absorber massivement du carbone. Il faut diminuer un peu, le plus possible, et le reste de ce qu'on n'a pas pu diminuer, on fait un calcul qui est le spread entre ce qu'on a pu diminuer et ce qu'on n'a pas diminué, pour respecter les accords de Paris, le scénario de degrés, il faut absorber massivement. Pour absorber massivement, il y a 4 solutions dans le monde. Il y a l'absorption technologique, c'est pas du tout à la hauteur des enjeux en termes de volume et en termes de maturité technique. Alors pas du tout, on est très loin du compte. Mmh. Après, vous avez les océans, mais on ne sait pas très bien faire. Alors, C'est la ouais. biodiversité dans les océans, planter des algues, on ne sait pas très bien faire, même s'il y a quelques solutions qui commencent à pointer sur le plancton. La meilleure solution qui absorberait beaucoup plus de carbone encore que ce qu'on propose, c'est de changer l'agriculture mondiale et d'arrêter de tuer les sols. Alors, Mmh. génial, parce qu'on peut absorber
beaucoup plus que ce que l'humanité a émis de carbone, si vraiment on le fait, tel que par exemple nous le pratiquons avec mon fils dans notre petite ferme écologique, une ferme du Perche. Mais là, au lieu d'acheter du temps, on va en perdre. Parce qu'avant d'aller convaincre les agriculteurs brésiliens et américains de changer leur, et même en France, hein, de changer leur technique agricole, bah, on va perdre du temps, quoi. Donc en fait, on ne Mmh. va pas réussir à le faire. Et donc, il reste une dernière solution, c'est de planter massivement des arbres. Alors, cette idée, en fait, elle m'est venue, c'est pas la mienne, c'est celle d'un chercheur britannique qui s'appelle Thomas Crotter. Et un jour, je suis tombé sur son étude et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça, mais extrêmement brillant. Même si nous avons pris, nous, avec Mathieu, des hypothèses beaucoup plus prudentes que les siennes, en termes d'absorption de carbone par arbre, en termes de durée Mmh. d'absorption, etc., etc., etc. Mais en gros, il a voulu mesurer combien il y avait d'arbres dans le monde, 3000 milliards. Il l'a mesuré, et en le mesurant, il l'a fait par photo satellite, avec l'Institut Polytechnique de Zurich. Eh bien, il a mesuré combien on pouvait en planter supplémentaires. En gros, on peut en planter 900 milliards de plus. Donc, un peu, on va dire un tiers de plus, un petit tiers de plus. Mmh. Important, sans toucher aux activités humaines, sans toucher aux activités agricoles et sans toucher aux prairies. Les prairies, vous savez que ça absorbe autant qu'une forêt, hein, par an. Bon. Donc, nous, on a pris l'hypothèse de faire 20% de ça, 180 milliards. Moi, je pense qu'il faudrait faire un peu plus. Il faudrait plutôt faire 25%, mais ça ne change rien à notre proposition. Parce que si on fait 25%, c'est-à-dire 250 milliards d'arbres et non pas 180 milliards d'arbres, on Mmh. permet de réduire, de diviser par deux le besoin de diminution. Alors qu'au lieu de faire 4% par an, on fait 2% par an. Bon. Ouais. En gros, si on part sur l'hypothèse 180 milliards, qui est la thèse qu'on a développée dans le livre, ça coûterait 550 milliards d'euros one shot. Alors, il y a des petits coûts de maintenance, mais enfin, c'est marginal. C'est-à-dire, c'est 0,5% du PIB mondial. On fait ça sur 10 ans, donc c'est 0,05. C'est rien. C'est-à-dire, c'est moins que ce qu'on doit, dans les accords de Paris, transférer comme financement aux pays du Sud pour qu'ils changent leur Vous technologie. le Voilà. dans quelles ressources vous puisez pour financer ça? Alors, pour moi, il y en a deux essentiels. La première, c'est les crédits carbone, mais ça sera minoritaire. Et le Ouais. reste, c'est les crédits volontaires et le mécénat par les entreprises et les États du monde entier. C'est ridicule. Si on décide de le faire au niveau mondial, alors il ne faut surtout pas que la gouvernance soit faite par des États, hein, ça ne marchera pas. Il faut mettre 4-5 milliardaires à la tête de ça, qui mettent à la fois Bon, bon. et qui aillent chercher l'argent. Et puis vous y rajoutez autour les anciens chefs d'État et des prix Nobel de la paix, et vous montez une opération commando comme une opération privée, quoi. Voilà. Sachant qu'en plus, ça a plein d'autres vertus, hein, les arbres, hein, la biodiversité, la biomasse, etc., dont on ne tient même pas compte. Alors, bien sûr, il y a 150 millions de critiques qui sont faites sur la plantation d'arbres, qui ont d'abord été faites à Crotter, qui a Mmh. répondu de façon précise. Et donc, toutes ces critiques, on a des réponses précises. Dans le livre qu'on a écrit avec Mathieu, on a également fait des réponses très précises. Et Mathieu, en bon directeur RSE qu'il est, il a voulu qu'on source toutes les réponses de façon très précise, avec des arguments techniques, scientifiques, etc. etc. Donc, moi, tous ceux qui m'expliquent que les arbres, ça ne marche pas, que ça absorbe pas assez, que d'ailleurs les forêts absorbent moins aujourd'hui qu'avant, ce qui est vrai, mais nous on n'est pas dans ce cas-là, on fait des plantations supplémentaires, qu'il n'y a pas la ressource pour planter, que c'est pas possible, etc. Tout ça, moi je le balaye d'un revers de la main et je dis que c'est faux. Je dis pas que c'est simple, je dis que c'est possible, je dis que c'est réaliste et que c'est surtout la seule solution qu'on a. Parce que moi je veux bien qu'on me raconte des histoires comme quoi notre truc est irréaliste. Mais qu'est-ce que vous proposez? À part un scénario où on va vers les 3 degrés. Ouais. Vous Mmh. pouvez dire un mot, Jean-François, sur le mécanisme chez Voyageurs du Monde de compensation que vous utilisez? Vous pouvez Oui, en peu de mots? c'est le même, hein, c'est le même, hein, alors, Voilà, je ne parle pas de compensation, parce que la compensation est un mot qui a été très, très, très je critiqué. sais, ouais, Donc moi, je parle d'absorption, parce que ça ouais. garantit l'additionnalité et c'est pas de l'évitement, parce que je pense que l'évitement est un très gros problème. Faire de la compensation en finançant des centrales solaires et éoliennes, pour moi, ça ne tient pas la route, parce qu'on est certain qu'un jour, elles seront faites. Donc j'aime pas ça. Donc je Mmh.
taux d'absorption. Et ce que nous faisons chez Voyageurs du Monde, c'est qu'on fait d'abord tout ce qu'on peut pour diminuer. Mmh. Je vous donne un exemple, hein, on a diminué nos émissions entre 1999 et 1900, qu'est-ce que je raconte? 2000. 2019 et 2022 de 30. Oui, Mais 2022, je vous rappelle que c'est l'année de reprise post-Covid, hein. Mais en réalité, si vous considérez le nombre de clients et par personne, on est plutôt à 15% de baisse. Donc il y a un effet volume qui a joué oui. à la faveur, mais quand même 15% de diminution. Mmh. Et comment on a fait ça? En réalité, les motoristes aériens ont augmenté leur Oui, capacité technique. On a privilégié les vols directs, on a poussé le train. Même entre vols directs, on privilégie la compagnie qui émet moins, etc., etc. Donc on a une vraie d'accord. marge de diminution. Bon, et qu'on continue. Et puis tout ce qu'on ne peut pas diminuer, on l'absorbe par des plantations additionnelles de mangroves. En Inde, Mmh. en Indonésie, on fait partie d'un groupe, d'un fonds que vous connaissez tous, j'imagine, qui s'appelle Livelihoods, dont on est Ouais, les fondateurs, oui, avec créé par Danone, oui. Mmh. et même si on est les plus petits acteurs, hein, parce que nous, on n'est pas aussi grands que ces grandes entreprises, mais on dépense en gros 2 millions d'euros par an pour planter 3 millions de mangroves. Voilà. D'accord, d'accord, ça c'est les chiffres que je voulais. D'accord, Voilà. très bien. Alors, Je vous dis une bêtise, 2 millions d'euros par an pour planter 4 millions de mangroves bon, par an. ouais. Par an. Et ça, Mmh. c'est additionnel, on le mesure, et on a tous les labels, et puis effectivement. Mmh, ouais, 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 ouais. Voilà. Alors, En gros, la thèse, c'est celle-là. ouais. Alors, il y a eu, avant de passer la parole à Guillaume Satny qui va, sûrement répondre à tout ce que vous dites et nous ouvrir sur les enjeux maritimes. Mais, il y a une question qui se pose quand même. Donc la France, vous l'avez suivi, une initiative du président de la République, donc a lancé un peu cette initiative de replantation, à une forêt qui aujourd'hui semble avoir un bilan plus négatif que positif en termes d'émissions, elle s'est détériorée considérablement. Enfin, on part avec Mmh. quand même, on part avec pas mal de difficultés, tant de moyens, de compétences, peut-être aussi. On a une situation qui n'est pas extraordinaire sur ce terrain-là. Alors, là-dessus, si vous voulez, le problème, c'est que sur ce sujet, les gens mélangent un peu tout. Ouais. Première chose, planter, dans le plan qu'on propose avec Mathieu, planter en France et en Europe n'a aucun intérêt. Aucun. Mmh. D'abord, on est très, très boisé, très boisé. Et deuxièmement, ça coûte très cher. Donc, c'est pas là qu'il faut le faire. Donc, ça, c'est le premier point. Bon. Deuxième point, on confond capacité d'absorption de forêts nouvelles avec Mmh. absorption des forêts actuelles. Mmh. Les forêts françaises continuent d'absorber du carbone, contrairement à ce qu'on dit. Elles en absorbent beaucoup, mais elles en absorbent par contre 3 fois moins qu'avant, ce qui est un problème, Oui, évidemment. oui. Mmh. Alors, pour ça, il y aurait une méthode qu'on suggère à la fin avec Mathieu, mais sur laquelle on n'est pas allé trop loin, parce que là, je pense que les ayatollahs écologistes nous seraient tombés dessus, qui consisterait à couper de façon intelligente et partiellement les forêts, à replanter. Et en Mmh. coupant, vous mettez même en place une filière de suivi du bois coupé pour qu'il aille dans le stockage et la construction, par exemple, pour Mmh. éviter Mmh. euh, pour éviter que le bois absorbé soit réémis dans la nature. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, quand vous coupez des arbres, historiquement, 95% du bois coupé repart en fumée dans les 20 ans qui viennent. Donc on pourrait imaginer une politique mondiale des forêts existantes qui absorbent moins qu'avant, consistant à couper intelligemment et à replanter intelligemment. Mmh. C'est ce Mmh. qu'a fait le président Macron avec son projet d'1 milliard d'arbres, parce qu'en réalité, Oui. 2 milliards d'arbres, comment il le fait? Il ne le fait pas de façon additionnelle, il le fait en coupant et en replantant. Le problème, c'est que les gens qui ont géré ça n'ont pas géré ça très bien. Ils ont fait un Mmh. peu quelques bêtises, et du coup, on se retrouve avec des reportages catastrophiques expliquant toutes les bêtises qui ont été faites dans ce plan. Malheureusement, ces bêtises sont exactes. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on propose avec Ouais. mais Mmh. rien, Alors, rien du tout.
Merci d'avoir été, à la fois concret, précis et visionnaire sur, ce sujet. Jean-François, on va laisser maintenant Guillaume et vous reviendrez dessus, sur ces points lors des questions. On va laisser Guillaume Sainteny, donc avec, l'expertise, technique, administrative, scientifique qui est la sienne, donc nous éclairer en réponse déjà à ce qui a été dit, Guillaume, et sur l'agenda à la fois maritime, donc qui est présent et futur. Donc on t'ouvre là 10 minutes, un quart d'heure, Guillaume, pour refaire un point d'ensemble, si tu le veux bien. Oui, merci beaucoup pour cette invitation sur tous ces sujets qui sont évidemment très nombreux, donc on ne peut pas les aborder tous. Bon, d'abord, je voudrais nuancer un peu ce qui a été dit sur le climat actuel. Je pense qu'il n'est pas aussi... je suis moins pessimiste que beaucoup de gens, à la fois sur ce que Trump parviendra à faire aux États-Unis, parce qu'il y a quand même, c'est quand même un pays qui se caractérise par des contre-pouvoirs assez importants. N'oublions pas que les ONG aux États-Unis sont puissantes et riches, que les églises sont puissantes et riches, qu'il Ouais. y a une séparation des pouvoirs, même si elle est un peu menacée en ce moment, qu'il y a une presse, qu'il y a des universités privées qui commencent à résister, et puis que les Enfin, Guillaume, oppositions, c'est pas Fox News et les évangélistes qui vont nous sortir de l'ornière, hein. ben, ce sont toutes ces églises investissent dans des fonds ISR, par exemple. Donc, elles ont un rôle très important dans le domaine. Mais Investissait. si je peux me Pardon? permettre, Guillaume, quand même, je ne sais pas si vous avez vu ce matin la dernière information qui est sortie, sachant que Trump est un feuilleton, hein. Donc, Oui, la dernière info, c'est qu'il est en train de couper très fortement les avantages fiscaux des donations aux fondations et oui, aux ONG. Oui, c'est ça. oui. Alors, Ouais. à 100%, il y a des contraintes, ça dépend si c'est aux États-Unis, pas aux États-Unis, si les fonds viennent des élections. Mais enfin, Et quand Bon, l'ambiance ouais, actuelle, le j'ai pas très contexte est envie. compliqué. Ouais. Ok, Vas-y, Guillaume. j'ai pas très envie de parler de Trump parce que je pense qu'on en Oui, parle un peu trop en ce moment. Plutôt quelques points sur les choses positives qui se passent. oui, L'accord de l'OMI qu'a mentionné oui, Patrick est très important et va dans le oui, sens inverse de ce qu'on voit en ce oui, moment, c'est-à-dire que le multilatéralisme est encore vivant, l'accord de l'OMS aussi. On a un oui. autre accord qui est moins connu qui va rentrer en vigueur le 1er mai, qui a été négocié il y a 2 ans et qui est maintenu, qui est que la Méditerranée va devenir une mer entièrement sans émissions de soufre, c'est-à-dire que tous les bâtiments, les navires qui vont naviguer en Méditerranée ne pourront plus émettre de soufre dans leur carburant, c'est quelque chose de très important. C'est très Ah, technique, alors on n'en parle pas beaucoup. oui, On voit aussi des évolutions positives dans la jurisprudence française. Il n'y a pas oui, seulement la 69, il y a eu plusieurs jugements sur les éoliennes dont a parlé Patrick, il y a eu oui. un arrêt du tribunal administratif sur Bétange, qui est très intéressant. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on a aussi un durcissement de la jurisprudence française sur les dérogations aux destructions d'espèces protégées. Donc voilà, on a des signaux qui vont dans le sens inverse. Donc je ne crois pas qu'il faut être trop pessimiste, même si la situation est évidemment importante, D'accord. sérieuse, et qu'on aura forcément des reculs. Mais je pense qu'ils seront plus limités qu'on croit. Bon, sur les forêts, je ne vais pas commenter non plus trop parce que c'est un sujet très compliqué. Euh, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faut acheter du temps. Mais là, pour l'instant, toute la discussion qu'on a eue, elle est centrée sur un seul sujet, qui est le sujet du changement climatique. Ça n'est pas le seul sujet environnemental qui se pose. Et la plantation de forêt peut être, dans certains cas, dommageable à la biodiversité. Je voyais dans les commentaires, là, les discussions, les messages envoyés par les auditeurs, quelqu'un qui expliquait qu'il avait replanté des arbres sur des friches. Les friches sont davantage riches que les forêts et les friches sont davantage rares que les forêts. Donc, il faut plutôt préserver les friches et les prairies. Et si on replante, il vaut mieux replanter sur des terres agricoles et pas sur des prairies et pas sur les friches. C'est pas une bonne chose du point de vue de la biodiversité. Donc, voilà, je vais pas trop insister là-dessus parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. On a ce problème s'est posé avec le label bas carbone forêt en France où le label bas carbone les labels bas carbone, parce qu'il y en a plusieurs pour la forêt qui ont été élaborés par la Direction générale de l'énergie et du climat au ministère, n'a pas pris en compte au début les aspects biodiversité, c'est-à-dire n'a pas consulté l'autre direction concernée. Donc, ils sont en train d'être revus de façon à ne pas avoir trop d'effets négatifs sur la biodiversité, et donc peu à peu, on avance. Ce qui me permet d'ailleurs, pour faire une transition, de dire qu'il existe aussi un label bas carbone sur la Posidonie, aujourd'hui, qui est le premier label bas carbone marin et sous-marin. Alors, sur le sujet que m'a demandé de Oui, traiter Patrick Lumière, donc on a le sujet vient du fait que les États-Unis, sous l'impulsion de John Kerry, il y a quelques années, ont changé de position diplomatique sur les océans, hein. C'est assez important parce que la position diplomatique des États-Unis sur les océans a toujours été
extrêmement réservé sur les avancées du multilatéralisme, avec l'idée qu'ils voulaient, eux, contrôler les océans. Ils ont toujours contesté le fait que le passage par le nord soit, que les eaux canadiennes puissent concerner le passage par le nord, etc., etc. John Kerry, quand il était secrétaire d'État, a réussi à faire changer la position du département d'État là-dessus. On a beaucoup parlé de son action sur le climat, on a moins parlé de son action sur les mers et les océans qui a été très importante. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est remis en cause parce que les États-Unis reviennent à leur position traditionnelle, mais ça a eu comme conséquence qu'à la suite de ce changement de position des États-Unis, des négociations ONU ont commencé et qu'il y a une chose qui s'est lancée qui s'appelle UNOC, United Nations Ocean Conference, qui est une série de conférences sur les mers et les océans, qui ont déjà tenu 2 sessions. La seconde session était il y a quelques années à Lisbonne et la troisième session aura lieu à Nice début juin. Et donc, ça sera une session au niveau des chefs d'État. C'était conçu par Emmanuel Macron comme un des grands rendez-vous diplomatiques de son second quinquennat. Bon, depuis, le climat a un peu changé, évidemment, puisque d'une part, il y a eu la dissolution et que il y a eu une instabilité ministérielle avec plusieurs ministres de la mer et plusieurs ministres de l'Environnement depuis un an et demi, le retour de Trump au pouvoir. Néanmoins, ça reste un événement important et une des raisons de ça, c'est que une des choses qui a abouti et qui est un réel progrès il y a 2, 3 ans, c'est ce qu'on appelle le traité BBNJ, hein. C'est-à-dire l'idée que ce qui est régulé en mer, c'est essentiellement les 12 000 marins, c'est-à-dire la mer territoriale, et puis les 200 000 de zones économiques exclusives qui peuvent éventuellement être étendues en fonction du plateau continental. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais la haute mer n'était pas régulée. Et on a eu un accord qui s'appelle Beyond National Jurisdiction, c'est-à-dire un accord pour enfin avoir un cadre juridique sur la haute mer. Alors cet accord juridique existe, mais il n'est pas encore entré en vigueur parce que pour qu'il soit rentré en vigueur, il faut qu'il y ait à peu près 60 pays qui ont ratifié. On a pour l'instant 20 pays qui ont ratifié. Il y a un très gros travail de la diplomatie française pour faire en sorte qu'on atteigne les 60 pays au moment de l'UNOC à Nice, ce qui serait évidemment une victoire diplomatique très importante pour la France de pouvoir annoncer que l'accord entre en vigueur juste après la conférence de l'ONU. Ça serait quelque chose de vraiment très, très important sur le plan juridique et sur le plan environnemental. Alors, il n'y a pas que ça qui va se passer à l'UNOC, il y a beaucoup d'autres choses. D'abord, on espère beaucoup que la France annonce des mesures, parce que je vous rappelle que la France a le deuxième domaine maritime dans le monde, donc elle a une responsabilité importante. Elle a des hotspots de biodiversité et elle a aussi une politique du littoral qui n'est pas mauvaise. Et puis il y a aussi une chose qui est beaucoup moins connue, c'est qu'il existe un système de l'ONU qui s'appelle le système des mers régionales. Il y a des traités propres à des mers régionales. Il y en a sur la Baltique, il y en a sur les Caraïbes, il y en a sur l'Atlantique Nord, il y en a sur l'océan Indien, il y en a sur la mer Rouge, sur la mer Noire, etc., etc. Et dans le cadre de ces forums multilatéraux, qui sont tous structurés autour d'un traité international qui rassemble tous les pays riverains des mers en question, et qui donc fixe un cadre juridique minimal de règles que doivent respecter les États et de la façon dont ils doivent coopérer entre eux, il y a là des avancées possibles. Moi, j'en pousse beaucoup pour la Méditerranée, puisque c'est le système méditerranéen dont je m'occupe à travers le plan bleu. Alors, peut-être un mot pour expliquer comment ce système fonctionne. Euh, il y a eu, beaucoup d'entre vous se souviennent probablement du sommet de Rio, mais 20 ans avant Rio, il y avait il y a eu le sommet de Stockholm en Stockholm, 1972 qui a été un peu oublié et qui qui est pourtant le a point été de départ, qui est le point de départ de la oui, c'est le conscience point de départ qui écologique a été mondiale. le sommet Oui, international, le premier oui, sommet international sur les questions d'environnement oui. global. Avant, on avait des sommets sur la protection des oiseaux, sur les choses comme ça. Bon, 76, hein, c'est 72, 72, 72, 72. 72, oui, 20 ans avant Rio. Et 20 ans. une des conclusions de ce sommet a été de considérer qu'il n'y avait pas d'organisme au niveau mondial pour gérer les problèmes d'environnement. Et donc, il en est résulté la création du PNU, le Programme des Oui, Nations Unies pour l'environnement, basé à Nairobi, Kenya. Une des premières choses qu'a lancé le PNU, ça a été ce programme des mers régionales, puisque le raisonnement était les mers régionales on pose un problème qui ne peut pas être résolu par les États seuls, puisque si un État est nickel chrome et ne rejette rien, et que l'État à côté rejette tout, ça ne peut pas marcher. Donc l'ONU s'est dit, nous, on a une valeur ajoutée qui est qu'en théorie, on est censé aider les États à coopérer entre eux, et donc on s'empare de ce sujet.
Et le premier système de mer régionale qui a été lancé, c'est la Méditerranée, pour différentes raisons. L'une de ces raisons étant que c'est une région qui a toujours été géopolitiquement extrêmement compliquée et que si ça marchait là, ça pourrait marcher ailleurs. Donc il y a eu une convention, qui est la Convention de Barcelone, qui date de 1976, donc on va fêter le cinquantenaire l'an prochain, qui doit beaucoup à la France, parce qu'à l'époque, la France est beaucoup impliquée dans l'aboutissement de la Convention de Barcelone. Et ensuite, il y a 7 protocoles additionnels qui ont la valeur de traités internationaux et qui donc ont une valeur juridique supérieure au droit national. Il y a un protocole sur la biodiversité, il y a un protocole sur la gestion intégrée des zones côtières, il y a un protocole offshore, il y a un protocole sur la pollution tellurique, etc. Les États ont tous signé et ratifié la Convention de Barcelone, et la Commission européenne aussi, ce qui est très important parce qu'elle pousse dans le bon sens. Euh, les États n'ont pas tous ratifié tous les protocoles. Certains protocoles, il y a au moins un protocole qui n'est pas encore entré en vigueur. Mais donc, on a un système juridique qui fonctionne, et c'est le même système juridique qu'on retrouve, alors avec des contenus juridiques parfois différents, en Baltique, en mer Noire, en mer Rouge, dans l'océan Indien, dans le Pacifique, etc. Toutes les mers ne sont pas couvertes, mais il y a quand même une grande partie des mers qui sont couvertes. Et dans ce cadre-là, on a, nous, par exemple, une COP tous les 2 ans. Notre prochaine COP, on a une COP une fois tous les 2 ans dans un pays du Nord, une fois tous les 2 ans dans un pays du Sud, parce qu'il y a aussi un aspect coopération Nord-Sud assez important, hein, qui était très présent dans le droit des années 70 et qui est resté dans les textes qui nous concernent. Euh, la prochaine COP est donc en Égypte. Et à chacune de ces COP, il y a des avancées juridiques. Alors, je prends simplement une. La COP d'Antalya, qui était la COP d'il y a 4 ans, a abouti à un accord. Jusqu'au dernier moment, on n'était pas certain qu'on aboutirait à cet accord parce qu'il y avait des résistances des pays du Sud. Pour faire court, le transport maritime utilise un carburant extrêmement polluant, plus que le Mm. carburant automobile, qui est le fioul lourd. En dehors des émissions de CO2, ce carburant est polluant parce qu'il émet un certain nombre de choses, comme le soufre ou des NOx. Et donc, il y a des efforts pour essayer de Et le soit, dégazage, ouais. oui, c'est pas seulement le dégazage, mais aussi les émissions atmosphériques. Il y a des efforts pour essayer de changer ce carburant, soit globalement, soit graduellement, etc. Et il y a un certain nombre de mers, comme la Baltique ou les Caraïbes, qui ont déjà mis en place un système qui s'appelle CECA, c'est-à-dire qu'on diminue, on prend un fioul lourd, c'est toujours un fioul lourd, mais il n'a quasiment plus de soufre dedans. Alors, je vous rappelle les effets du soufre. D'abord, c'est des effets très mauvais sur la santé, puisque ça provoque des AVC et des problèmes pulmonaires, et que le soufre émis en mer va jusqu'à 200 km à l'intérieur des terres. Ensuite, ça participe à l'acidification de l'océan et des mers, et aussi des végétaux qui poussent à proximité, donc ça a des effets négatifs sur l'agriculture et sur la sylviculture. Ça participe aussi à la formation de brumes maritimes, ce qui peut causer des problèmes de sécurité, pas seulement pour la navigation maritime, mais aussi pour les routes côtières, Mm. etc., etc. Donc, on a abouti à un accord à la COP d'Antalya. Mais cet accord ne valait évidemment que pour les pays méditerranéens et ne réglait pas le problème des pays à pavillon de complaisance dont on craignait beaucoup qui s'opposent à ça. Et donc, dans ces cas-là, il faut repasser ensuite à l'OMI. Alors, on a eu la chance que c'était la France qui présidait l'Union européenne à ce moment-là, et donc c'est la France qui a présenté le dossier à l'OMI. On craignait beaucoup que le dossier ne passe pas à l'OMI, et finalement, le dossier est passé à l'OMI. Et la date d'entrée en vigueur est très rapide, puisque c'est le 1er mai de cette année. Donc, à partir du 1er mai de cette année, il y aura une nette diminution des émissions de soufre Mm. en Mm. Méditerranée. Mm. Alors, on peut toujours vouloir mieux, et des ONG comme FNE ont critiqué cet accord en disant que c'était bien, mais que ce n'était pas assez, parce qu'il faudrait aussi supprimer les émissions de NOx. J'aurais été à la place des FNE, j'aurais fait la même réaction et le même communiqué de presse. Mais ce que je sais étant à ma place, c'est que si on avait mis les NOx dans le même panier, on n'aurait jamais abouti à un accord, parce que c'est un sujet Mm. beaucoup plus compliqué dans la mesure où, pour le soufre, on peut utiliser la même motorisation. On n'a pas besoin de changer de motorisation. Alors, ce que font les bateaux, par exemple, qui arrivent aujourd'hui en Baltique, ils traversent l'Atlantique avec le carburant soufré, et puis quand ils arrivent en Baltique, ils switchent sur le réservoir du carburant non soufré. Donc, les modifications à faire sur les bateaux sont pas Oui. énormes en coût, mais Mm. quand ça sera le NOx, il faudra faire des modifications de motorisation, et les pays du Sud, évidemment, disent, les pays de la rive sud de la Méditerranée disent, nous, on ne peut pas financer ça, donc c'est vous qui devez Mm. financer. Et donc, on arrive sur une histoire de gros sous. Voilà. Alors, bon, tout ça pour dire que le rendez-vous de Nice est important. Ça sera évidemment un test de ce que Patrick Dumière a posé tout à l'heure, savoir si l'esprit du multilatéralisme est encore là. Mais même si les États-Unis n'auront probablement pas une posture constructive,
on peut construire des accords sans les États-Unis, notamment sur ces systèmes de mers régionaux dont j'ai parlé. C'est la raison pour laquelle moi je pousse pour qu'il y ait à la fois des mesures nationales annoncées par la France, parce que depuis 2 ans, j'essaye de dire que la France ne peut pas être simplement l'hôte d'un pays et à favoriser un accord international, mais que si elle accueille cette grande conférence internationale sur son territoire, elle doit aussi en profiter pour annoncer des mesures nationales. Et aussi, on peut favoriser des accords régionaux dans le cadre de ces mers. Voilà, je prends un autre exemple très simple, la convention de Nairobi qui régit tout l'océan Indien de l'Ouest, c'est-à-dire toute la côte d'Afrique de l'Est, a abouti fin 2023 à un protocole sur la gestion intégrée des zones côtières. C'est le deuxième au monde seulement, puisque le seul qui existe aujourd'hui, c'est le nôtre, c'est celui de la Convention de Barcelone. Cet accord est considérable puisqu'il concerne 10 000 km de côte, ce qui est absolument considérable, et de mer. Mmh. Il n'est pas encore ratifié. Donc, moi, je pousse pour qu'il y ait des ratifications qui Mais se fassent au moment de la COP de Nice. ouais. Voilà, je ne vais pas Est-ce être que trop tu peux long. dire Oui, un mot, Guillaume, s'il te plaît, sur oui, le rapport aux industries, aux grandes entreprises, CMA, CGM, Maersk oui. et tous les pétroliers, etc., tous les shipping. Est-ce que ils participent? Est-ce qu'il y a un dialogue avec eux? Est-ce que ils sont une force contributive? J'aimerais que tu éclaires un tout petit peu, très brièvement, le rapport aux acteurs économiques. Oui, oui, c'est une très bonne question. Alors, dans la Méditerranée, évidemment, je vais prendre que l'exemple de la Méditerranée, mais la Méditerranée est un cas particulier parce que la première industrie de la Méditerranée, c'est le tourisme. Or, le tourisme en Méditerranée est extrêmement menacé par le problème du surtourisme, de la surfréquentation de certains sites, par l'élévation du niveau de la mer, qui fait qu'il va falloir reculer un certain nombre d'installations touristiques, etc. Pour l'instant, je constate que la prise de conscience du secteur du tourisme n'est pas à la hauteur, n'est pas suffisante, hein. En revanche, Alors, pour le transport maritime, qui a longtemps été un peu en retard, il y a une évolution. Ils sont très présents, on les voit dans les réunions, etc., y compris CMA CGM qui a été cité. Il y a des efforts volontaires qui sont faits, par exemple, pour un sujet qui est très important, qui est la réduction de la vitesse des navires dans les oui, zones où il y a des cétacés marins, puisqu'on sait que si on diminue la vitesse des navires, il y a beaucoup moins de collisions avec des cétacés marins, et en plus, on diminue les émissions, la consommation de carburant, donc les émissions de CO2 oui, et de polluants. Il y a un sujet qui monte énormément en ce moment, qui est le sujet du bruit sous-marin, parce qu'on se rend compte oui, de plus en plus que le bruit sous-marin a des impacts. D'abord, c'était un secteur qui était peu oui, étudié, il l'est de plus en plus et a des impacts de plus en plus évidents et de plus en plus graves, d'après ce que trouvent les chercheurs, sur la faune sous-marine. Et là aussi, il y a à la fois des progrès techniques qui sont en cours et une prise de conscience du secteur qui, évidemment, est oui, contrebalancée par le fait qu'ils ne peuvent pas tout financer en même temps, mais il y a des progrès. Alors, ces progrès oui, sont très, très, très important au Canada, par exemple, hein. Le Canada est très engagé, le Canada a des ports très importants comme Vancouver qui sont très engagés dans ce domaine. d'accord. Vancouver a Mmh. l'ambition d'être le port le plus durable du monde. J'essaye de pousser ces sujets au moment de l'UNOC, justement, pour que les ports français aussi s'engagent là-dedans, les ports méditerranéens également. Il y a une initiative qui a été lancée par le président de la République de décarbonation des ports français, hein, vous avez peut-être vu, Oui, qui n'est pas sans poser des problèmes, puisque si on prend l'exemple de Fos, tout le monde s'oppose à l'électrification de Fos, hein, puisque tous les maires, toutes les ONG, tous les habitants, puisqu'il s'agit de construire une ligne THT qui traverserait la Camargue et la Crau, qui sont deux milieux absolument uniques. Donc là aussi, on voit bien qu'il n'y a pas que le sujet du climat et que quand il s'agit de décarboner au mmh, prix d'endommager le oui, paysage et la eh biodiversité, oui, il y a des oui, oppositions oui. extrêmement fortes. Alors, avant qu'on passe aux questions-réponses, Arnaud, si tu es avec nous, je voudrais que Jean-François Rial réagisse sur la mise en cause un peu de l'acteur tourisme, et notamment, Jean-François, est-ce qu'il n'y a pas un déficit de l'Organisation mondiale du tourisme dans sa dynamique environnementale actuelle, parce que vous êtes un acteur évidemment à fort impact, mais on ne sent pas, à part des initiatives locales et particulières, qui sont souvent connus et symboliques, mais une dynamique globale. Guillaume a entièrement raison. L'ensemble de l'écosystème touristique ne réagit pas aux conséquences concrètes de ce qu'il va se passer en Méditerranée au réchauffement climatique, sachant que la Méditerranée, c'est la première destination mondiale, hein, faut le Ouais. savoir. C'est à la fois le Oui, premier émetteur de touristes et la première zone de tourisme.
Italie, Espagne, Grèce, Oui, Maroc, etc. Bon. Donc il a entièrement raison. Vision court terme, se voiler la face. Enfin, c'est d'ailleurs très symbolique de ce qui se passe sur les problèmes écologiques mondiaux, hein. La deuxième chose, par contre, que je rajouterais que Guillaume n'a pas dite, c'est que ils vont être confrontés aux conséquences du réchauffement climatique bien avant celles qu'il a évoquées, c'est-à-dire la montée des eaux, etc., etc. Non, il y a un problème majeur qui se pose déjà aujourd'hui, c'est qu'il fait trop chaud. Il Oui, fait tout trop à fait. chaud. Tout à fait. Et Et donc, si, alors, c'est très voilà. intéressant parce qu'on risque de revenir à ce qu'était la vocation de la Méditerranée avant la guerre, qui était un tourisme d'hiver et pas un tourisme d'été. Euh, Alors, je dirais peut-être pas un tourisme d'hiver, Guillaume, mais un tourisme, ce qui est clair, c'est qu'un tourisme plutôt de printemps et d'automne. oui, oui, Et donc ça, alors il faudrait que pour qu'ils s'en sortent, les grands opérateurs touristiques, que les vacances scolaires soient réaménagées dans toute l'Europe. absolument. Et Alors, moi, ça, c'est pas gagné, ça. je suis à fond depuis des années, je défends le fait que l'étalement des vacances est quelque chose de très durable parce que ça Bien sûr, permet bien sûr. d'occuper, de régler en partie le problème de ce qu'on appelle les lits froids et d'occuper beaucoup oui, plus longtemps des installations qui ne sont faites que pour durer 2 mois. Et à partir du moment où on les bien occupe plus sûr. longtemps, on a moins besoin de construire et d'urbaniser le Bien littoral. sûr, bien sûr. Ouais. Et la dernière chose, c'est que, alors je rajouterai encore un autre commentaire, c'est que sur le surtourisme, tout ça, Guillaume a 1000 fois raison. Il serait très très facile de doubler le nombre de touristes mondiaux sans qu'il y ait de surtourisme, parce qu'en réalité, les touristes vont sur 3% de la planète, hein. C'est très 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 facile de faire le pas de côté, mais bon, malheureusement, pour des logiques de charter, de remplissage d'hôtels, de zones touristiques et je dirais, d'inculture générale, à la fois des clients et de la filière, ben, on continue dans ce modèle qui est complètement ringard, même si le modèle alternatif a beaucoup plus de croissance. Donc, c'est vraiment Mmh. une double erreur. Quant à l'Organisation mondiale du tourisme, Patrick, alors moi, je ne crois pas du tout à ces organisations. Je pense qu'elles ne Ouais, ouais. produisent rien, rien, Mmh. produisent rien. Alors, on peut toujours se dire qu'elles pourraient produire, mais elles produisent rien depuis 50 ans. Donc moi, je propose de les supprimer, de faire des économies et que les professionnels prennent en main de façon un peu sérieuse. Voilà. S'ils le veulent bien, s'ils le veulent bien. Bah, ils Ouais, n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le ouais, choix. ouais. Donc ça viendra. Mais en attendant, Guillaume a très bien résumé la situation. C'est un désastre et l'industrie ne bouge pas beaucoup. Alors, Ouais. juste un mot pour Patrick Lemire a eu la gentillesse d'afficher la couverture de mon dernier livre, qui Ouais. s'appelle Le climat qui cache la forêt et qui montre que quelquefois certaines politiques climatiques peuvent avoir des effets dommageables sur d'autres questions d'environnement. Donc, c'est une thèse qui a paru iconoclaste quand le livre est paru, qui est un peu mieux comprise aujourd'hui. Mais je voudrais signaler aussi que le Plan Bleu vient de publier un rapport assez Oui, important oui. qui est un rapport de prospective participative qui nous avait été commandé par la COP de la Convention de Barcelone, c'est-à-dire par les 21 pays riverains et l'Union européenne, sur la Méditerranée à l'horizon 2050, c'est-à-dire qu'est-ce que sera ou qu'est-ce que pourrait être la Méditerranée à l'horizon 2050. Vous trouvez ce rapport et son résumé sur le site du Plan Bleu, planbleu.org. Mmh. Et c'est un rapport assez rare parce qu'on publie ce genre de rapport tous les 20 ans à peu près. Et Oui. on a utilisé la méthode des scénarios. Évidemment, le scénario le plus probable, c'est le business as usual, qui n'est pas un bon scénario, puisque ça ne veut pas dire que les États sont inactifs, ils continuent à agir, mais insuffisamment, et donc les problèmes s'aggravent. Et puis il y a des Mmh. scénarios pires, des scénarios meilleurs. Et l'idée maintenant, on est en train de diffuser, et d'expliquer et de présenter ce rapport dans les différents pays auprès des décideurs et auprès des sociétés civiles pour qu'elles s'emparent de ce rapport et que ça Mmh. influence les décisions de chacun des pays autour du bassin méditerranéen. Espérons-le. Ouais. Et voilà, je vous engage à essayer de lire au moins le résumé de ce Ouais. rapport. Mais il faudrait peut-être que la paix revienne un peu sur les côtes aussi. Bon, est-ce que Arnaud, tu peux prendre le lead Oui, sur les questions qui se sont manifestées, s'il très te plaît? volontiers. Si Bonjour tu à tous m'entends? et bonjour à toutes. Oui, Voilà. vous m'entendez. Oui. Eh bien, merci beaucoup pour vos interventions. Alors, le moins qu'on puisse dire, Jean-François et Mathieu, dans votre première intervention, c'est que ça a suscité beaucoup de réactions et assez vives.
si on les compare avec des interventions précédentes. Et tant mieux, parce que ça suscite le débat. Alors j'ai vu que vous aviez commencé à répondre, mais pour revenir sur, alors je vais pas toutes les présenter, s'il y en avait beaucoup, mais je crois qu'il y a 3 points qui ont été mis en exergue par rapport à votre intervention. Le premier, c'était dans votre propos liminaire par rapport à l'engagement des jeunes et l'impact que ça pourrait avoir sur le recrutement vis-à-vis des entreprises. Il y avait pas mal d'amis divergents pour dire que est-ce que c'est tous les jeunes, est-ce que c'est pas finalement une frange de la population, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre le fait qu'on a des jeunes engagés, mais on a aussi des jeunes qui sont les premiers à être des voyageurs en avion, des personnes qui vont commander sur Shine ou sur Amazon. Donc je vous laisserai réagir. Le deuxième point, là c'était un peu un bloc par rapport à votre projet. Alors je pense que personne ne conteste la nécessité de gagner du temps. On en a tous conscience. Par contre, ça suscite deux réactions, deux catégories de réactions. La première, c'était plus opérationnel. Et j'ai vu que vous aviez déjà réagi, mais est-ce que les ordres de grandeur sont là? Est-ce que le moyen de mobiliser à une telle échelle, les moyens financiers, les moyens techniques sont réalistes? Et est-ce qu'il y a un consensus scientifique autour de cette proposition? Et l'autre débat était plutôt philosophique, je dirais, c'est au-delà de gagner du temps, est-ce que c'est pas aussi, et c'est le débat qu'on a déjà sur la compensation carbone, est-ce que c'est pas un moyen finalement de reporter à plus tard des ajustements de comportement qu'on ne veut toujours pas Tout le faire? risque. Ouais, bien sûr. Ouais, tout à fait. Bon, alors, Je peux peut-être commencer à répondre si vous voulez bien, Oui, parce qu'effectivement, en lisant les quelques réactions parmi les plus vives dans le chat, je pense qu'il faut repréciser quelque chose d'important. D'abord, notre thèse, pour qu'on la comprenne bien, ça consiste effectivement à développer des puits carbone naturels, donc à planter massivement des arbres, comme Jean-François l'a expliqué. Mais l'idée, c'est de faire ça pour gagner du temps sur les 25 années qui viennent. Et bien sûr, l'idée, c'est de accélérer après ces 25 premières années pour arriver, conformément à la trajectoire 2 degrés du GIEC, à la neutralité carbone aux alentours de 2070-2072. Attention, on ne change pas cet objectif, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté sur le sujet. C'est simplement le rythme et les jalons à suivre qu'on veut étaler d'une manière un peu différente, moins sur les 25 premières années grâce à ces plantations, et on a un coup d'accélérateur après, avec cette maturité sociologique et technologique qu'on a évoquée. Ça, c'est un premier point important. Le deuxième point, c'est très bien rappelé par la préface qu'a bien voulu faire François Gemène de notre ouvrage. Ce qu'il dit, c'est que notre idée, évidemment, est bonne. Évidemment, on ne peut pas faire sans ce type d'initiative, mais bien entendu, c'est une initiative parmi d'autres. Et il ne faut absolument pas lever le pied, comme l'a rappelé Jean-François. Il faut continuer à faire tout ce qu'on fait actuellement pour faire baisser nos émissions et pour stocker le CO2 pour limiter cette augmentation des températures. Et notre proposition vient se rajouter à tout ce qui est déjà en place. Ce n'est pas une substitution, ce n'est pas une baguette magique. Enfin, un tout dernier point, bien entendu, on consacre une partie non négligeable de notre livre à essayer de répondre aux critiques les plus évidentes qui viennent à la suite de la présentation de notre projet. Et en fait, on se dit, on propose d'ouvrir le débat, et parallèlement à la publication de notre bouquin, on a ouvert une plateforme de discussion qui s'appelle www.jeunemeilleuridée.com, dans laquelle on invite tous les gens qui critiquent notre idée ou qui auraient envie de faire autre chose, de venir nous dire, bah, ok, si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. très bien. C'est une incitation à prendre ses responsabilités. Tout à fait. Guillaume, bon. ou Jean-François veulent rajouter un Je peux mot? répondre un peu plus là Oui, oui, allez-y. parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Bon. Alors, sachez qu'à 15, on arrête notre webinaire, c'est Euh, la règle du jeu. Hein. Faire très coupé. Bon, si vous voulez, déjà, consensus scientifique, il existe parce que c'est prévu dans les COP, ce qu'on propose. Ensuite, Jean Covici lui-même a validé la proposition. Il ne dit pas qu'elle est suffisante, mais il l'a validée. Pas tout à fait n'importe qui. Troisièmement, tous les calculs, on les a fait 150 fois, 189 fois. On les a plutôt pris de façon très conservateur. Mhm. Bon. Donc, si vous voulez, moi, tous les gens qui m'expliquent qu'on raconte n'importe quoi, ils me font marrer parce qu'ils n'ont aucune proposition alternative. Et par ailleurs, on a un peu bossé notre sujet. Voilà. On y a passé des centaines d'heures. Donc, moi, je veux bien qu'on nous émette des critiques, qu'on nous dise que c'est compliqué, mais qu'on nous dise qu'on a fait n'importe quoi, comme j'ai eu dans le chat. Non, non. Et je prends n'importe qui en débat. Il va avoir du mal à me répondre. Bon. Alors ensuite, il y a l'histoire des jeunes. Bon.
si vous voulez, bien sûr que tous les jeunes ne sont pas écologistes, mais ils sont beaucoup plus écologistes que la moyenne de la population française, européenne et mondiale. Tous les sondages le montrent quand on le met. Bien sûr qu'il y a des jeunes qui votent Front National ou RN, beaucoup plus d'ailleurs que la majorité de la population. Mais encore une fois, ça ne change rien au fait qu'ils sont plus écolos, particulièrement les diplômés. Pas tous, mais quand vous allez dans les écoles de très haut niveau et quand vous allez dans les entreprises de très haut niveau, cet engagement, il est très clair. Chez nous, si on n'avait pas cette politique que nous avons, on aurait beaucoup moins de candidats. Beaucoup, beaucoup moins de candidats. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, ce que nous faisons ne sert à rien pour nos clients. Caricature, mais je ne suis pas très loin de penser ça. Ne sert pas à grand-chose pour nos clients. Et ne sert pas à grand-chose à notre marketing. Ça sert à recruter des gens. On ne le fait pas pour ça, on le fait par conviction, mais voilà, voilà. Quel était le troisième point que vous avez évoqué, Arnaud, dans les critiques? Il y avait les Sur jeunes. le report du fait que ça pourrait, enfin, que ça puisse faire intervenir Oui. un changement de modèle ou de Ça, comportement. c'est la plus mauvaise critique. Ouais. C'est la plus mauvaise. Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, on ne fera pas les 4 points de baisse. On ne les fera pas. Voilà, c'est simple, on ne les fera pas. Tout le monde le sait. On va à 3 degrés. Nous, on propose de baisser 2% par an, 2,5% par an, et d'accompagner ce qu'il faut faire pour tenir l'objectif, comme l'a rappelé Mathieu, de neutralité carbone sur le scénario de 2R en 2073, d'accompagner par de l'absorption massive. Si on peut compléter cette absorption massive en dehors des arbres par d'autres outils, bien sûr. Puis la troisième chose, quand même, que je n'arrête pas de relire, que je vois tout le temps, etc., les gens confondent l'absorption actuelle des forêts avec l'absorption de forêts nouvelles. Mélange tout. Ça n'a rien à voir. Dans les forêts nouvelles, on plante des essences adaptées au réchauffement déjà. Et puis, bien entendu, on ne fait pas de la monoculture. On n'est pas aussi basique que ça, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Vous avez dialogué, Mathieu et Jean-François, avec l'ONF. Est-ce que l'ONF est un allié est-ce que c'est la compétence française en la matière? Est-ce que vous les sentez comme un support de ces stratégies? Moi, écoutez, personnellement, non, parce que je pense que l'enjeu, il n'est pas en France. C'est ça. Oui, enfin, oui. Par ailleurs, j'ai eu travaillé avec l'ONF international Voilà, il y a 15 ans au Brésil pour mes propres projets et ça n'a pas été concluant du tout pour un tas de raisons. Donc, je ne pense pas que ce soit l'acteur qu'il faut faire. Par ailleurs, si vous voulez, la vraie seule critique qu'on peut nous faire, c'est comment on le fait. Comment on le fait. Ah oui. Critique. Si je pose cette question, Jean-François, c'est parce que je voudrais que Guillaume réagisse. C'est aussi une activité économique. C'est intéressant de planter. C'est un savoir-faire. C'est une ouverture dans le développement. Est-ce qu'on a un savoir-faire, Guillaume, là-dessus? Ah oui, oui, ça, pour planter, on sait faire tant l'ONF que les coopératives forestières, hein, parce que si on prend l'exemple de la France, l'essentiel des forêts est privé, Oui. et dans le monde aussi. Mais On pourrait jouer un rôle dans ce domaine. aujourd'hui, quand même, les tendances de l'évolution de la gestion forestière, même s'il y a un débat toujours vif là-dessus, c'est de favoriser plutôt la régénération naturelle, de diminuer la surface des coupes rases, dont on voit qu'elles résistent mal au changement climatique. C'est-à-dire qu'auparavant, on dégageait beaucoup quand on faisait des plantations, et aujourd'hui, on se rend compte que quand on fait des coupes rases, le soleil et la force du soleil est devenue trop forte pour les jeunes plants, et que tout ce qui pousse autour est très utile pour les protéger du soleil. Donc c'est un renversement complet de la situation. Et donc ça favorise plutôt le retour vers la régénération naturelle. Elle n'est pas toujours possible, parce que pour qu'elle soit possible, il faut qu'il y ait des grands semenciers avant, c'est-à-dire des arbres qui lâchent beaucoup de graines, etc. Mais il y a une tendance à essayer de favoriser ça quand c'est possible. D'accord. La dernière question, Arnaud. Ce qui est davantage favorable à la biodiversité, parce qu'en général, il y a plus d'espèces, plus d'essences, pardon. Et ce qu'il faut absolument éviter, c'est la monoculture, c'est-à-dire de replanter une seule essence sur des grandes surfaces. Arnaud, dernière Oui, alors question. j'aimerais, là, je vais la poser à Guillaume en réaction à votre intervention et pour s'inscrire aussi dans le contexte actuel, alors qu'on sait plutôt hostile et à la coopération internationale et aux progrès environnementaux. Et là, vous nous avez présenté plusieurs réalisations, dont celle sur la suppression des émissions de soufre en Méditerranée, qui sont des succès, qui sont plutôt vertueuses. Dans un secteur, vous l'avez rappelé, qui n'était pas le plus propice à ces réflexions, à ces démarches. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire, selon vous, ce qui a été les clés de succès
de la mise en œuvre de ces partenariats ou d'autres auxquels vous pensez et desquels on pourrait tirer des enseignements pour la suite? Ça sera notre conclusion. Oui, c'est très difficile à dire, c'est une question très difficile. Je citerai peut-être un autre succès qui est davantage compréhensible pour l'opinion, c'est l'affaire du thon rouge. L'affaire du thon rouge était considérée comme étant foutue, hein. On considérait que les stocks de thon rouge étaient tombés tellement bas que ça ne pourrait pas remonter. Il y a eu Un après moratoire. beaucoup d'échanges diplomatiques, des tas de négociations, etc., très compliqués. Et aujourd'hui, les mesures qui ont été prises en faveur du thon rouge ont des résultats inespérés, hein. Les populations de thon rouge se sont reconstituées dans des proportions beaucoup plus rapides que ce qu'on pouvait penser. Donc voilà quelque chose qui est très positif. Je pense que pour répondre à la question, je ne sais pas quelle est la clé du miracle. Je crois que ce sont des accords qui nécessitent beaucoup de temps, beaucoup de patience. En Méditerranée, il faut aller voir les gens. C'est une culture orale. Les échanges mails, ça ne va pas. Il faut aller voir les gens, leur taper dans le dos. Fumer le narguilé avec eux, discuter. Et puis quand on est bien en confiance, on a, pour répondre à la remarque de Patrick sur le fait qu'il faudrait Hmm. moins de guerre en Méditerranée, on a autour de la table des pays qui sont officiellement en guerre. Le Ben Liban et oui, Israël n'ont jamais signé la paix. On les a autour de la table. On arrive à les faire se mettre d'accord sur des sujets communs. Une région dans laquelle tous les pays sont en opposition. La Turquie avec la Grèce, l'Algérie avec bien le sûr. Maroc, Chypre qui est divisé en deux, Oui, sans oui. parler de pays qui n'ont plus d'État, La Libye, Libye, Liban, oui. Syrie. Bon, on arrive quand même à des accords. Alors, ce sont des accords techniques, pas forcément très compréhensibles pour l'opinion, mais l'accord CECA dont j'ai parlé tout à l'heure a été un gros progrès en matière de santé publique et d'environnement. Donc, je crois que la réponse à la question, c'est beaucoup de temps, beaucoup de patience et avec une incertitude, parce que je vous dis, l'accord sur CECA, jusqu'au dernier moment, il y a eu des réticences des pays du Sud, on n'était pas certain de l'obtenir. Merci beaucoup. Donc, on va garder cette notion d'optimisme et de volonté comme ligne directrice. C'est de toute façon notre caractéristique. Aux uns et aux autres, ils sont tous des acteurs engagés dans ce domaine. Merci beaucoup, Mathieu, Jean-François, Guillaume, d'avoir contribué à nous éclairer de vos connaissances et de vos études. Elles s'ajoutent à tout ce que les uns et les autres essaient de faire dans leur travail. Nous nous retrouvons le 20 juin, mais compliqué à programmer, donc vous nous pardonnerez ce saut. De toute façon, l'actualité se chargera de nous donner beaucoup de travail pour ce prochain webinar. C'est un rendez-vous qui est utile, je l'espère, pour chacun d'entre nous pour faire un peu un point et nous redonner aussi du muscle et du tonus pour aller de l'avant en dépit des obstacles. Merci à vous, bon week-end et à votre disposition pour améliorer tout ça en fonction de vos retours que pourrez nous faire à réception du replay qui va vous être adressé par Ecolearn. Merci donc Arnaud et également et donc à très bientôt au 20 juin. Merci. Merci, bonne Au journée. revoir, merci.